Bonjour à toutes et à tous et heureux de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous hebdomadaire. Chaque semaine, le journal des luttes revient sur les combats sociaux, syndicaux qui agitent notre société et qui, comme on a l'habitude de le faire, en donnant la parole à celles et ceux qui luttent au quotidien. Merci à vous de nous soutenir. Pour nous écrire, n'hésitez pas à aller sur jdl@lemediatv.fr ou nous laisser un message au 06 86 46 08 46. Et avant de démarrer cette émission, j'ai un message important à vous faire passer. L'avenir du média est en jeu et nous avons besoin de 10 000 donateurs mensuels d'ici le 30 juillet. Ces dons sont défiscalisables, alors permettez au premier média télé indépendant de France d'exister et de se développer. Alors rendez-vous sur cap-sur-10k.lemediatv.fr. C'est avec vous que le combat continue. Le journal des luttes, c'est maintenant. Cette semaine, dans le journal des luttes, on va s'intéresser à une affaire de racisme et de cyberharcèlement. Faire son métier de journaliste et se retrouver la cible de milliers de messages haineux. Et à l'origine de ce cyberharcèlement, le rappeur Booba, et qui était dans le viseur du duc de Boulogne, la journaliste Lynn Landau. La justice a décidé de condamner l'artiste pour harcèlement en ligne et injures racistes, mais Booba a fait appel. On en parle dans un instant avec justement Lynn Landau qui est avec nous dans ce journal des luttes. Quand une personnalité suivie par des millions de personnes désigne une journaliste à la vindicte populaire, où s'arrête la liberté d'expression et où commence le harcèlement? Cette question, la justice vient d'y répondre en condamnant le rappeur Booba pour injures à caractère raciste et cyberharcèlement à l'encontre de la journaliste Lynn Landau. Une décision importante parce qu'elle dépasse largement le cas individuel de notre invité. Elle interroge sur le pouvoir de nuisance que peuvent exercer certaines célébrités sur les réseaux sociaux, la protection des journalistes lorsqu'ils enquêtent sur des personnalités influentes ou simplement quand ils font leur travail, mais aussi la banalisation des discours racistes dans l'espace public. Car derrière cette affaire, il y a une autre question. Pourquoi certaines formes de racisme restent-elles encore aujourd'hui minimisées, voire invisibilisées? Le racisme anti-asiatique est justement au cœur du travail de notre invité. Elle lui a consacré un livre, Vous les Asiates. C'était l'année dernière. Et dans une époque où les intimidations en ligne se multiplient, où les journalistes sont régulièrement pris pour cible et où les discours de haine gagnent du terrain, que nous dit cette victoire judiciaire? Bon, rappelons quand même que cette victoire n'est pas encore entérinée, car Booba a fait appel. C'est parti pour l'entretien. Bonjour Lynn Landau, comment vas-tu? Bonjour, ça va, merci. Oui. Merci d'avoir accepté cette invitation. Et alors, je le disais en introduction, j'ai rapidement présenté l'affaire, mais j'aimerais justement qu'on revienne au point de départ. C'est quel article, en fait, que tu as fait qui a déclenché toutes ces attaques? Alors, c'était un simple article de fact-checking que j'avais publié via la plateforme franceinfo.fr en janvier 2024. Donc, le titre, c'est quelque chose comme existe-t-il un lien entre le vaccin contre le Covid-19 et la maladie de Creutzfeldt-Jakob? Parce qu'à l'époque, Booba, sur son compte X, donc il est très très suivi, plus de 6 millions d'abonnés, il avait publié une vidéo de Marc Doyer dont l'épouse est morte de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Et Marc Doyer, il estime que c'est le vaccin ARN messager qui a provoqué cette mort. Donc, dans l'article, ce que je fais, c'est ce qu'on appelle un debunk. Enfin, je fais un état des lieux de la connaissance scientifique en disant, bon, ben, qu'est-ce que nous dit la science? Et à ce stade-là, la science ne prouve pas qu'il y a un lien entre les deux. C'est tout ce que dit l'article. Après, oui, j'évoque quand même la dérive complotiste de Booba. C'est les termes que j'emploie. Et donc, à ce moment-là, donc, je publie l'article sur mon compte X personnel. Et heures plus tard, donc, Booba répond. Enfin, déjà, il fait une capture d'écran de mon compte X qu'il affiche à tous ses abonnés. Et après, il commente dans un autre tweet, un ni oui ni non, ça t'intéresse, en me taguant. Et D'accord. au fur et à mesure, voilà, pendant 3 heures, donc il va en tout publier 4 tweets et dont une photo de moi où je suis pas très à mon avantage et oui, il se moque de moi en disant à votre avis, elle est à combien de doses celle-là? Et Ah oui, d'accord. voilà, et il y a un tweet qui est particulièrement problématique, c'est un tweet où il dit un strip poker, les basics ou un strip poker autour d'un wok de légumes. Donc strip poker, ça fait référence à quelque chose de à me dénuder.
Ouais. au fait que je sois dévêtue. Et wok de légumes, c'est une blague raciste en référence à mes origines. Justement, à quel moment toi tu sens que ça dépasse, même si c'est déjà très grave, les simples tweets de Booba, que ça devient une campagne d'harcèlement, que tout d'un coup ça dépasse simplement les messages de Booba? Bah, en fait, je l'ai dit, hein, Booba, il a 6 millions d'abonnés et dans ces 6 millions d'abonnés, il y a des centaines de personnes malveillantes qui m'ont envoyé des messages de haine. Donc, je suis taguée, en fait, dans ces commentaires. Et en fait, le Booba interagit avec eux. C'est-à-dire, il se contente pas de publier ses 4 tweets, il répond aussi à ces personnes qui commentent et m'insultent. Donc, à aucun moment, il me dit non, mais arrêtez. Non, il sait très bien ce qu'il fait. Donc, des centaines de messages haineux, par exemple, sous la photo de moi et de mon supérieur hiérarchique que Bouba a posté, il y a est-ce que tu crois qu'elle lui a fact-checké la tub? Il y Waouh. a elle est bonne la chinoise, on dit un M ou une nem, c'est un trap, ça se voit, elle a une glotte, ça lui va pas du tout le lissage brésilien à Bunaimin, paix à son âme. Voilà, plein d'insultes sexistes, racistes, dénigrantes, qui n'ont absolument rien à voir avec mon travail. Justement, on parle souvent de cyberharcèlement, ça peut paraître un peu abstrait pour beaucoup. Concrètement, toi, qu'as-tu vécu et comment tu l'as vécu surtout? Qu'est-ce que ça veut dire être cyberharcelé Oui, alors concrètement? cyberharcelés, bah, ce sont des personnes qui sont derrière un ordinateur, qui se croient intouchables. Et malheureusement, ça peut être le cas, puisque les réseaux sociaux ne communiquent pas forcément l'identité des gens qui sont derrière les pseudos. Mais c'est vraiment faire des choses illégales, c'est-à-dire insulter les gens, voilà, des injures, des discriminations en ligne. Et puis c'est aussi, il y a aussi un caractère répété. C'est pas forcément la même personne qui fait toujours la même chose, même Ouais, si pour le Booba ça a été le cas, mais c'est des personnes qui se mettent en groupe sans forcément se concerter pour insulter la même personne. Et ça peut durer des jours, voire des semaines. Par exemple, bon ben Magali Berda, elle a quand même eu 487 messages en l'espace d'un an de Booba qui la ciblait quand même, c'est énorme. ouais. Mais voilà, il y a toutes ces personnes derrière qui harcèlent. Et ce harcèlement, bien que virtuel, il a quand même des conséquences dans la vraie vie. Et pour moi, bah, ça a été énormément de stress, d'anxiété, un état post-traumatique. J'ai pris des antidépresseurs, hein, voilà, je m'en cache pas. J'avais peur après de publier des articles en mon nom. J'étais démotivée au travail parce que voilà, il y a toujours cette épée de Damoclès qui fait que on a l'impression que ça va arriver de nouveau. Donc, ce sont des choses qui ont vraiment des conséquences dans la vraie vie. Voilà. Ouais, c'est ça. T'as décidé de porter plainte assez vite ou à quel moment tu décides d'amener cette affaire en justice? Alors, j'ai porté plainte en avril et ce qu'il faut rappeler, c'est que toute seule, je l'aurais pas fait. Toute seule, je l'aurais pas fait. Heureusement que j'ai eu le soutien de mon employeur, hein. Il y a eu une discussion quand même avec le juridique et l'avocate qui travaille avec France Télévisions, donc s'est saisie de mon dossier. Elle m'a accompagnée à la gendarmerie hein, pour faire ma déposition, etc. Donc, heureusement qu'il y a l'employeur derrière qui me soutient. Parce que je rappelle que tout le monde n'a pas les moyens hein, de se payer un avocat pour se défendre. Donc je pense à ces personnes-là qui ont été aussi cyberharcelées par Booba et qui n'ont pas pu le faire. Donc voilà, j'ai réfléchi, enfin, j'ai quand même pesé le pour et le contre, hein, et mon avocate m'avait prévenu, elle me dit attention, quand vous vous lancez dans une procédure judiciaire, ça peut remettre quelque part une pièce dans la machine. Donc est-ce que vous êtes prête? Donc elle m'a bien avertie et je me suis dit bon ben moi, ouais, franchement, je suis engagée contre les discriminations. Donc pour moi, c'est presque un devoir de le faire. Outre le fait que j'ai été affectée, mais en fait, je pense aussi aux personnes qui ont eu le courage avant moi de porter plainte et qui ont fait condamner leur cyberharceleur et qui ont gagné, donc Nadia Adam. Et je me suis dit, bon, elle a fait quelque chose, moi aussi, je peux faire quelque chose. Sauf que là, c'est Booba, et Booba, on connaît sa capacité à être nuisible, en tout cas pour les gens qu'il décide de cibler. Donc il fallait vraiment, entre guillemets, être courageuse pour aller jusqu'au bout de cette procédure. Ouais, je sais pas, je sais pas si c'est du courage ou de l'inconscience, mais voilà, je dois dire que bah, franchement, si j'avais, j'ai été bien entourée, hein, vraiment, mon avocate, elle a été très pro, très à l'écoute. Il y a aussi mes camarades de la JAR, donc l'association des journalistes antiracistes et racisés.
qui ont vraiment été là du début jusqu'à la fin. Enfin, la fin, c'est pas encore terminé puisqu'il a fait appel. Donc, à voir pour la suite. Mais ils ont été là aux audiences, physiquement. Et ça, ouais, c'est pas rien, quoi. Donc, j'estime quand même, dans mon malheur, d'avoir beaucoup de chance. Est-ce que justement le fait d'être une femme journaliste ou une journaliste aussi issue des minorités, ça t'expose davantage à ce genre de cyberharcèlement et d'injures à caractère raciste par définition? Oui, absolument. Et mon avocate me l'a dit, vous portez plusieurs cibles dans le dos. Vous êtes journaliste, vous faites du fact-checking, vous êtes une femme et vous êtes d'origine asiatique, donc en l'occurrence vietnamienne. Donc on sait très bien, et puis il y a des études qui le montrent que les personnes qui sont, enfin, que les femmes et qui plus est, les femmes racisées ont beaucoup plus de risques d'être cyberharcelées sur les réseaux sociaux, en particulier les femmes noires. Donc ça, c'est quelque chose qui est prouvé et j'en ai bien conscience. Et pour autant, bah, il y a une partie de moi qui me dit, bah, c'est important que je prenne ma place dans cet espace numérique, mais le coût est quand même très très élevé. Donc moi, je comprends les personnes en fait qui se mettent en retrait et moi-même, une fois que la procédure judiciaire était lancée, je me suis mise en retrait de X parce que j'en pouvais plus et parce que voilà, je n'avais plus envie, je n'avais plus envie de subir. Justement, comment tu as vécu l'annonce de ce jugement? Même si on le rappelle, Bouba a fait appel, mais de prime abord, quand tu as entendu ce jugement, quand on te l'a dit, comment tu l'as vécu? Ben, j'étais soulagée. Au fond de moi, je me disais, il y a quand même peu de chances qu'il soit relaxé quand même parce que la matérialité des faits, tous les messages, toutes les traces qu'il a laissées en ligne, elles sont là, elles ont été constatées. Donc, ce qui m'a fait du bien, le procès, je le redoutais énormément. Et au final, d'entendre la plaidoirie de mon avocate, d'entendre le réquisitoire de la procureure, qui a réussi à mettre les mots sur tout ce que j'ai enduré, ça m'a quelque part fait déjà un petit peu de bien. Et d'entendre le fait qu'il a été condamné, ça m'a soulagée. En fait, on se réjouit jamais de la condamnation de quelqu'un parce que enfin, j'aurais voulu que ça n'arrive jamais, ce qui s'est passé. Mais enfin, je suis contente quand même que la justice, dans son jugement, donc, a reconnu que voilà, c'était plus que quatre tweets. Par exemple, le tribunal, dans son jugement, dit qu'il avait conscience du phénomène de meute déclenché. Donc, ils reprennent le terme de la meute par mon exposition délibérée et répétée en des termes malveillants. Et ils disent aussi qu'ils ne pouvaient ignorer quel allait être l'impact de ces messages et la nature des réactions qu'il entraînerait. Donc c'est complètement, ça va à l'encontre de ce que lui dit aux policiers. Il dit aux policiers qu'il n'est pas un gourou, que il n'est pas responsable de ce qui se passe, etc. Mais en vrai, le tribunal dit bah si, vous êtes quand même, vous avez quand même votre rôle à jouer dans tout ça. Vous savez ce que vous faites et en plus vous interagissez avec les gens qui font des commentaires, donc vous les ambiancez quelque part. Dans cette affaire, la justice a donc reconnu le caractère raciste de certaines attaques. Cette question du racisme, hein, tu l'as exploré dans ton livre, Vous les Asiates, sorti l'année dernière aux éditions de Noël. Est-ce que c'est ce genre de choses, entre autres, hein, qui t'ont poussé à écrire ce livre sur le racisme anti-asiatique? Oui, bah, en fait, le terme woke de légumes que Booba a utilisé pour me qualifier, c'est quelque chose qu'on pourrait comparer à tu manges du chien, bol de nouilles, nem, etc. Enfin, c'est des insultes de l'ordre culinaire et ça, ce sont des choses que les personnes qui sont asiatiquées comme moi ont malheureusement beaucoup l'habitude d'entendre depuis le tout début où elles grandissent. Donc malheureusement, c'est d'une banalité. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, on pense encore que l'humour, parce que c'est l'humour, ça passe. Mais en fait, l'humour raciste, ça reste quelque chose d'illégal puisque c'est raciste. Et ça, je suis aussi contente que le tribunal l'ait reconnu hier. Donc, ils ont reconnu quand même le caractère discriminatoire, le caractère essentialisant de ce terme de woke de légumes. Donc, ils ont bien dit aussi dans leur jugement que j'étais réduite à mon seul statut de femme asiatique. Oui, pour moi, c'était important qu'ils reconnaissent que c'était pas juste une boutade. Et d'ailleurs, Bouba, face aux policiers, il dit que oui, il m'a ciblé, il a utilisé ce terme parce que j'étais d'origine asiatique. Donc, il y a bien un ciblage ethnique. Donc, ce que je veux souligner aujourd'hui, c'est que bah, le racisme anti-asiatique, c'est pas parce que ça se formule sous forme de blague que c'est excusable.
Effectivement, tu expliques aussi très bien, et tu viens de le dire, et on le voit aussi, c'est souvent un racisme qui est minimisé, le racisme anti-asiatique, parfois même tourné en dérision, en humour. Pourquoi, même si là, la justice a reconnu le caractère discriminatoire, pourquoi en général il est si difficile de le faire, de faire reconnaître parfois que c'est du racisme anti-asiatique? Je pense que parce que il y a la prise de conscience est lente. Après, avant la pandémie, c'est pas pareil qu'après la pandémie, hein. Oui. En 2020, on a bien compris que les personnes pouvaient être ciblées et tabassées, insultées parce qu'elles étaient asiatiques. Nous, ce qu'on vient de dire, c'est que ces choses-là, malheureusement, ont toujours existé. Et oui, on a du mal donc à se dire que les personnes sont victimes de racisme, puisque est-ce que ces personnes asiatiques sont victimes de racisme puisqu'elles sont érigées en minorité modèle. C'est-à-dire une minorité modèle, c'est des gens qui réussissent, qui s'intègrent bien et qui n'ont pas de problème en fait. Donc dire que les personnes asiatiques ont des problèmes, c'est revenir à dire que le modèle français est imparfait, qu'il y a en fait que tous les immigrés ou les personnes d'origine étrangère souffrent en fait. Donc ouais, c'est ce qui empêche finalement un petit peu cette prise de conscience. Mais aujourd'hui, voilà, il y a de plus en plus de personnes qui prennent la parole. Et il y a voilà des cas de racisme asiatique qui sont portés en justice. Donc c'est ce qui fait quand même bouger les lignes. Effectivement, donc oui, toi, tu sens quand même une certaine évolution quand même sur justement ce racisme anti-asiatique, que ce soit les combats judiciaires ou autres, ou le fait que beaucoup plus de personnes asiatiquetées, si je reprends tes termes, voilà, prennent la parole sur ces questions-là, ce qui était un peu moins le cas il y a peut-être quelques années. Oui, je pense qu'il y a bien sûr une évolution, mais ça, on le doit à à toutes les luttes qu'il y a eu avant nous, hein. Enfin, c'est-à-dire que entre guillemets, nous, on se réveille sur le tard, mais après, c'est une histoire de migration, hein. C'est toujours les derniers qui sont arrivés qui peut-être qui se rendent compte un petit peu tard des discriminations qu'ils vivent. Donc voilà, on est dans ce moment où les deuxièmes générations, les troisièmes générations se rendent compte de ce qui se passe, se rendent compte de toutes les souffrances que les premières générations ont vécu mais tuent. Donc on est dans un moment où la parole, où il y a des prises de parole, où ça change. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est encourageant et qui est très bien. Suite à la sortie de ton livre, Vous, les Asiates, j'ai pu voir, mais d'autres téléspectateurs, j'imagine, ont pu le constater, que tu as fait pas mal de promotions autour de ce livre. Donc ça veut dire que c'est une question qui, tout d'un coup, intéresse aussi un peu plus les médias français à l'heure actuelle. Oui, bah, je suis contente de la réception du livre qui va au-delà de mes espérances. Donc je suis contente d'avoir été invitée à Radio France, par exemple, qui m'ont laissé qui m'ont donné la parole. Et je suis contente aussi qu'il y ait pas mal d'influenceurs qui se saisissent de ces thématiques et qui commencent à faire des vidéos pour dénoncer les microagressions, pour dénoncer ce qu'ils vivent au quotidien. Donc en fait, moi j'ai l'impression d'avoir semé des graines et si ces graines elles peuvent fleurir, c'est tant mieux. Enfin, je me considère une passeuse de témoins. Je suis contente d'avoir pu faire ce travail et de l'avoir documenté, hein, parce que les anecdotes, c'est bien, mais il faut que ce soit aussi solidement back-up par la science, enfin, par les sociologues. Donc, il y a tout un travail avec les historiens, avec les sociologues dans ce livre pour montrer que ce n'est pas juste une impression, ce n'est pas juste du ressenti, ce sont des discriminations qui sont chiffrées, voilà, discrimination au logement, à l'embauche, etc. Et que, voilà, c'est pas dans nos têtes. Tu défends aussi l'idée que les luttes contre les différentes formes de racisme ne doivent pas être mises en concurrence. Pourquoi c'est important de rappeler ça aujourd'hui? Ben, en fait, pour moi, on peut pas être antiraciste en tirant la couverture à soi. Je peux pas dire bon bah moi je veux protéger les Asiatiques, mais les autres je m'en fous. Enfin, ça n'a pas de sens. C'est juste pour moi quelque chose de l'ordre de l'identitaire ou de l'égoïsme pur en fait. Le racisme c'est un système qui privilégie les personnes perçues comme blanches, enfin, c'est prouvé statistiquement. Donc le racisme touche toutes les personnes qui sont racisées, donc non blanches. Et moi, je ne veux pas avoir d'indignation sélective. Enfin, une personne juive qui est attaquée, une personne musulmane qui est attaquée pour sa religion, une personne noire qui est attaquée parce que perçue comme noire, cela doit m'indigner autant que lorsqu'une personne asiatique est attaquée. Mais en tout cas, ça n'empêche pas
que de parler de racisme spécifique à chaque communauté parce qu'il va pas se manifester de la même manière. C'est-à-dire que les personnes noires ou maghrébines qui sont jeunes vont davantage être ciblées par les violences policières, peut-être beaucoup plus que une personne qui est perçue comme asiatique, même si cela peut arriver, on l'a déjà vu par le passé. Donc voilà, c'est important d'avoir des points de convergence des luttes. On peut pas lutter tout le temps, tout le temps, tout le temps ensemble, voilà, parce qu'on a tous et toutes notre spécificité, mais c'est bien de se rassembler pour les moments importants. Et justement, là, le moment qui suit, c'est lequel donc le Booba a fait appel de cette décision. Hmm. Est-ce qu'il y a déjà un calendrier que tu connais concernant la suite de l'affaire? Alors, il n'y a pas de calendrier à ma connaissance, mais en tout cas, oui, je suis un peu fatiguée. Donc là, je suis en train de me préparer mentalement à ce que cela dure encore 3 ou 4 ans. Déjà, j'ai attendu 2 ans entre le moment où j'ai porté plainte et le moment où il y a eu le procès. Donc, c'est pas mal. Mais ouais, ben, je me prépare à ce que ça dure encore longtemps. Et je n'ai aucune date ni quoi que ce soit, mais en tout cas, cela ne me surprend pas qu'il ait fait appel, puisque de toute façon, il est quand même engagé dans d'autres procédures judiciaires pour cyberharcèlement contre d'autres personnes. Donc voilà, donc Effectivement. c'est voilà, forcément qu'il fait appel. Forcément, ben merci beaucoup Lynn Landau d'avoir été avec nous. On va suivre bien sûr ça de très près. Comme on dit ici, le combat continue. Merci à toi d'avoir été présente pour cette émission. Merci beaucoup. On enchaîne nous avec la suite de ce journal des luttes. Tout de suite, le fil des luttes. 929, c'est le nombre de sans-abri morts en 2025 d'après le décompte provisoire du collectif Les Morts de la rue. L'association organisait ce mardi 2 juin son hommage national à Paris avec lecture du nom des victimes, orchestre et prise de parole. Le collectif veut rappeler que la rue tue et réclame des mesures urgentes au pouvoir public. Un reportage de Sarah Duyeux et Andrei Manivit. Un homme, le 13 juillet, à Saint-Quentin. Daniel, 53 ans, le 14 juillet, à 11 ans. Un bébé de 3 mois et demi, le 6 janvier, au Kremlin-Bicêtre. Une femme, le 27 septembre, à Neuchâtel-Ardelot. Au moins 929 personnes sans abri sont mortes en France en 2025. Le collectif des morts de la rue leur rend aujourd'hui un hommage national. Histoire de vie. Alima n'a connu presque que l'errance de sa majorité à son décès, à l'âge de 48 ans. À la suite d'une intoxication, elle a fait un arrêt cardiaque et a été plongée dans le coma, puis est décédée. On lit et on rend hommage, on lit le faire-part qui est un faire-part qui est très, très lourd, un faire-part qui fait très mal, avec les noms de 929 personnes au moins qui ont été recensées et qui sont décédées du sans-abrisme en France. Au moment de son décès, Zéphirin vivait depuis quelques semaines, voire quelques années, dans son camion aménagé. Il était garé sur le parking d'un supermarché. Et c'est là que le corps de Zéphirin a été retrouvé. Après que le CCAS s'est inquiété de ne plus le voir. Zéphirin n'était pas en demande de suivi social ou de demande d'hébergement. Il semblait assez isolé. Une petite fille a été retrouvée au moment de son décès, avec laquelle il n'avait plus de lien proche. Zéphirin est décédé à 83 ans, dans sa voiture. Le 14 avril, au Pirailles. Un homme, 29 ans, 18 ans. Voilà. Ce qui me touche particulièrement, c'est que je l'ai connu. C'est aussi à la fois émouvant et ça console un peu. C'est une petite réparation de voir qu'ici, aujourd'hui à Paris, 1 an après son décès, Myriam est parmi les autres et qu'on peut la désinvisibiliser et lui rendre hommage. Les personnes en majorité vont décéder sur la voie publique, en tout cas celles dont on a connaissance.
Mais pas uniquement, il y a aussi des personnes qui vont décéder à l'hôpital, en prison, dans des abris. Ça peut aussi être au niveau d'un hébergement. Ce qui va se distinguer, c'est les morts violentes. Donc ça va être les accidents, ça va être les suicides et ça va être les homicides. Quelque chose qui nous surprend toujours autant, c'est le nombre de personnes qui ont des pathologies graves à des âges très jeunes. On a des personnes qui ont des cancers à une trentaine d'années. On a des maladies aussi qu'on retrouve beaucoup moins, voire pas dans la population générale, qu'on retrouve chez les morts de la rue. Je pense par exemple à la tuberculose. Des potes qui sont morts dans la rue, je peux vous assurer, j'en ai connu. Vous voyez, toutes leurs photos sont là. Voilà. Et cette journée, comme je ne sais pas si ma mère a été enterrée en fosse commune, je n'en sais rien, eh ben c'est une façon aussi de lui rendre hommage. Et de rendre hommage à tous mes potes. J'ai été à la rue de décembre 1994 à juin 2020. C'est pas normal qu'à l'époque où on est, il y a toujours autant de morts. Il faut que le gouvernement prenne leurs responsabilités un peu. Et qu'ils arrêtent de nous dire zéro SDF à la fin de mon mandat. Je me souviens quand j'étais à la rue, au moment des infos, après le journal de 20h, celle qui présentait toujours la météo disait « Si vous voyez quelqu'un dehors, appelez le 115 ». Et ça, c'était en plein hiver. L'été, le problème est pire parce qu'il y a des structures qui ferment. À Pau, 250 personnes se sont rassemblées la semaine dernière devant l'ARS pour contester le plan de restructuration de la polyclinique Pau-Pyrénées qui prévoit la suppression de 161 postes. Une mobilisation qui ne faiblit pas depuis plusieurs mois maintenant. En mars et en mai, déjà des manifestations importantes pour dénoncer cette situation, la fermeture des services d'urgence, d'oncologie et même la maternité qui prend actuellement en charge plus de 900 naissances par an. Une fermeture serait une véritable catastrophe pour la population béarnaise. Notre correspondante citoyenne Karen Barren était sur place vendredi dernier. Nous posons aujourd'hui publiquement des questions simples. Comment fera-t-on demain si cette maternité ferme? Comment les femmes de Pau et du Béarn accoucheront-elles? Dans quelles conditions? Dans quel délai? Avec quelle équipe et quelle sécurité? Personne aujourd'hui ne peut sérieusement affirmer que l'hôpital public pourra absorber seul et immédiatement et durablement toute cette activité sans conséquence pour les patientes. Et aujourd'hui, ce sont les femmes enceintes, les nouveau-nés et les familles qui subiront les conséquences de cette décision prise aujourd'hui. Nous voulons aujourd'hui parler des salariés. Derrière le chiffre annoncé, il y a des vies. Rien que pour la maternité, ce sont près de 50 licenciements envisagés, sans compter nos collègues en CDD qui travaillent avec nous depuis parfois des mois, voire des années. Nous nous sommes investis pleinement dans notre travail, nous avons assuré les gardes, nous avons accompagné les patientes jour et nuit, nous avons tenu pendant les crises sanitaires et aujourd'hui, beaucoup d'entre nous vivent dans une angoisse la plus totale. Certains collègues sont en arrêt de travail, d'autres ne dorment plus, des familles entières se demandent ce qu'elles vont devenir. Nous refusons que cette situation soit traitée uniquement comme un dossier comptable. La santé n'est pas une ligne budgétaire, une maternité n'est pas une entreprise comme une autre. Nous demandons des réponses claires sur l'avenir de l'offre de soins pour les femmes du territoire, des garanties concrètes concernant la continuité des prises en charge, un véritable accompagnement pour les salariés, des engagements précis sur les reclassements et les formations et surtout une transparence totale sur les décisions en cours. Nous souhaitons également la mise en place rapide d'une assemblée générale des salariés, notamment au sein de la maternité, afin de centraliser nos questions, nos besoins et nos propositions avec une ouverture si possible aux autres services concernés. Nous ne voulons pas subir les décisions sans être entendus. Aujourd'hui, nous appelons les pouvoirs publics, l'ARS, les élus, les directions hospitalières, les organisations syndicales et toute la population à prendre leurs responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se joue aujourd'hui dépasse largement notre établissement. C'est l'avenir de l'accès aux soins dans notre territoire qui est en jeu. On vous en parlait la semaine dernière, les salariés de la Poste des Hautes-Pyrénées étaient en grève pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail. Ils étaient près de 40% de postiers de Tarbes à être en grève mardi 26 mai. Le lendemain, ils avaient été rejoints par leurs collègues des villes voisines, Bastillac et Lannemezan. Ils ont finalement décidé de reprendre le travail. Les syndicats estiment que la direction a finalement entendu une partie des revendications portées par les personnels en lutte. Si toutes les demandes n'ont pas obtenu de réponse favorable, les grévistes affirment avoir
obtenu des moyens supplémentaires ainsi qu'un engagement de la direction à travailler sur les futures organisations du travail en concertation avec les postières et les postiers concernés. Merci d'ailleurs à notre correspondant citoyen Benjamin Florian pour ces images et on continuera évidemment à suivre ce qu'il se passe à Tarbes. Une marche des fiertés a eu lieu le week-end dernier à Tarbes. Cela a été l'occasion de rappeler que les discriminations et l'isolement des personnes LGBT, particulièrement en milieu rural, demeurent une réalité. Et dans une ambiance festive et engagée, les participants ont également célébré la diversité et demandé davantage d'égalité. C'est toujours les images de Benjamin Florian qui nous permettent de vivre l'événement comme si on y était. Et à plusieurs kilomètres de Tarbes, ce samedi 6 juin a eu lieu la Pride des banlieues à La Courneuve. Comme son nom l'indique, cette marche des fiertés a pour but de lutter pour les droits des personnes LGBT dans les quartiers populaires. Après avoir rassemblé près de 15 000 personnes l'année dernière, cette année, parmi les revendications de la marche, il y avait cette demande légitime et vitale, un logement digne pour toutes et tous. C'est la fin de ce journal des luttes. Merci d'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. En attendant, très belle journée sur le média. Et n'oubliez pas, nous avons besoin de vous. 10 000 donateurs mensuels d'ici le 31 juillet. C'est important. Le média a besoin de vous pour continuer à proposer les programmes que vous aimez tant. Merci à vous et à très bientôt.